Avec les pros, quand il y a 20 000 personnes dans les tribunes, que ça hurle et que t'as 6 personnes qui te crient dans l'oreillette. Mais c'est vrai qu'au début, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce côté ascenseur émotionnel, tu vois. Et nous, on est avec nos oreillettes et on dit, bon alors qu'est-ce qu'il a Il reste sur le terrain, il faut préparer un mec. Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode tout à fait exceptionnel. Je suis en train d'enregistrer au sein du stade Ernest Vallon, le stade du mythique club de rugby, le stade toulousain. Je vous remercie les personnes qui ont permis ça et à commencer par nos trois invités. Mathieu Mormens, bonjour Mathieu, kiné au sein du stade. Salut Maxime. Virgile Lacombe, bonjour Virgile. Tu es ancien joueur de rugby et actuellement au sein du staff sportif du stade toulousain. 3-4 fois champion de France, top 14, 4 fois. Joueur ou entraîneur? Joueur. Avant, on va parler entraîneur après, mais joueur 4 fois, je crois. Non, joueur 3 fois. 3 fois. 2 fois avec le Stade Toulousain, une fois avec le Racing. J'avais une fois de trop avec le stade. Et après, staff sportif du stade toulousain, 2 fois avec les espoirs. Avec les espoirs 2 fois et 3 fois avec l'équipe 1. Ok. Et un titre honorifique plusieurs fois aussi de meilleur staff de top 14, à commencer par le dernier il y a quelques jours pour les nuits du rugby. Donc bravo. Et puis docteur Arnaud Lamonzie, bonjour Arnaud. Salut Maxime. Merci d'être là. Alors pour les garçons, Mathieu et Arnaud, ça va un peu plus vite, désolé, il n'y a pas encore les championnats de France ou d'Europe de médecine ou de kinésithérapie. Merci beaucoup. On va parler de l'interaction entre le staff sportif et le staff médical. Il y a beaucoup de choses à dire. Les gens sont un peu intéressés par tout ça. C'est à la fois un peu opaque, parfois lors des conférences de presse, tout n'est pas dit, tout n'est pas révélé. Mais ça serait intéressant d'en savoir un peu plus sur votre organisation. Donc merci beaucoup. C'est un podcast écouté beaucoup par les externes en médecine, les internes. Donc on peut y aller sur les termes techniques et s'il faut vulgariser, je vulgariserai, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. On va faire un tour de table pour connaître un peu vos missions à l'intérieur du stade toulousain, à l'intérieur de vos staffs respectifs. Mathieu, je t'en prie. Donc moi, je suis kiné à la base. J'ai aussi une étiquette, j'ai fait des formations aussi en prépa physique et en kiné du sport. Et donc du coup, j'ai le rôle de faire un peu le lien entre les différents pôles, que ça soit bien sûr du pôle médical, la préparation physique, les entraîneurs, la data, des fois la vidéo c'est un peu plus rare, mais je peux aussi y aller pour par exemple voir suite à des commotions comment ça s'est passé. Et mon rôle premier, il est de faire un peu le lien avec tout ça et d'optimiser le retour des blessures, la planification. Voilà. Et après, j'ai aussi la deuxième un peu casquette de prendre en charge surtout les blessures à longue durée, quoi, les ligaments croisés. Ok. Voilà. On va discuter de tout ça parce que tu as quand même un poste hyper atypique pour la profession et sans doute quelque chose qui fait rêver pas mal de monde. On en discutera tout à l'heure, mais quand on commence des études de kiné ou même de médecine, c'est des postes qui font rêver et qui donnent... je pense que beaucoup débutent ces études par l'envie de travailler dans la kiné du sport et même encore plus dans des équipes pro et tout ça. Donc on va discuter de tout ça pour savoir où est-ce que tu t'es formé, qu'est-ce que tu es allé chercher comme diplôme. Virgile, tu peux me raconter un peu ton quotidien, même si je pense qu'on connaît tous un peu la tenue de ton quotidien, mais précisément l'organisation de votre staff. Alors on est plusieurs dans le staff des entraîneurs. Moi je suis entraîneur des avants avec Jean Bouillou. Donc on travaille en binôme avec lui à la responsabilité de la touche et moi à la responsabilité de la mêlée. Donc on a une mission sur l'équipe professionnelle, mais aussi sur la formation. Je fais des formations sur les entraîneurs et je bosse avec les éducateurs aussi sur le développement des joueurs de première ligne et le travail de renforcement de posture et du renforcement cervical sur les jeunes joueurs afin de les sécuriser le plus tôt possible et plus tard de les rendre plus performants. Et donc je passe aussi du temps avec les joueurs du centre de formation et de la catégorie espoir, notamment les joueurs de première ligne, pour
pour pouvoir essayer d'avoir du lien le plus tôt possible entre cette catégorie qui est la dernière avant l'équipe professionnelle et l'équipe professionnelle. Donc hyper sensibilisé déjà sur la problématique santé. Ouais, exactement. Mais en fait, il y a une prise de conscience depuis quelques saisons sur les commotions, mais aussi sur les blessures du rachis. Moi, j'ai pour mission d'essayer de récolter des données, d'essayer de mettre en place des protocoles et un temps de travail par niveau et par catégorie afin de pouvoir anticiper un petit peu ça et surtout de permettre aux joueurs de pratiquer le rugby en toute sécurité, de pouvoir rassurer aussi les parents quand c'est des jeunes joueurs. Et puis dans un second temps aussi d'être sur de la performance parce qu'il y a des postes où le renforcement cervical, le renforcement de tout le dos vont avoir de l'importance. Ok, merci beaucoup. On parlera aussi de l'organigramme général côté sportif, on y reviendra tout à l'heure. Et toi Arnaud, côté quotidien au Stade Toulousain, quel est ton quotidien, quelle est ta partie ? Alors moi je suis médecin coordinateur du centre de formation et de l'association sportive. Ma mission c'est donc je suis médecin généraliste et spécialisé en médecine du sport et donc je m'occupe du suivi de la santé des joueurs, de tous les examens obligatoires qui leur sont demandés à chaque saison et évidemment du suivi de toute la traumatologie inhérente à la pratique du rugby. Et donc j'ai une mission de médicalisation des matchs le week-end, en priorité des matchs effectivement de l'équipe Espoir, matchs à domicile et matchs à l'extérieur, et ponctuellement de médicalisation de matchs de l'équipe professionnelle qui est gérée sur le plan médical par le docteur Philippe Isard, ici au stade. D'accord. Mathieu et Arnaud, vous avez les cabinets à côté aussi. Vous allez nous expliquer comment ça se gère, parce que je pense que c'est un petit exercice à avoir et à essayer de comprendre comment on peut organiser les deux et comment on va être recruté dans un tel club. On en discutera tout à l'heure. Virgile, tu peux nous raconter l'organigramme en fait côté sportif. On connaît Hugo Mola, qui est le manager général, c'est ça ? Oui. Quelle est en fait l'organisation ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu qui chapeaute quoi ? Quelles sont vos interactions pour un peu comprendre comment est donné le là sur le plan sportif au Stade Toulousain ? Alors Hugo, qui va être le manager général et aussi le directeur sportif, parce que c'est lui qui mène la politique sportive au sein du club, va être le référent sur les entraîneurs, sachant qu'il y a un entraîneur de la défense qui est Laurent Thury, un entraîneur de l'attaque et des trois quarts qui est Clément Poitronneau, donc Jean, entraîneur des avants et de la touche, moi entraîneur des avants et de la mêlée. Ensuite on a Jérôme Queneau qui a une double mission puisqu'il s'occupe de toutes les phases de combat avec l'équipe première, mais aussi des avants et de la défense avec la catégorie espoir. Et David Mélé qui lui est sur tout ce qui est technique de jeu au pied, technique de passe avec l'équipe première et sur tout ce qui est animation offensive et entraîner les trois quarts sur les espoirs. On a aussi une personne qui va chapeauter la catégorie espoir, les Crabos et l'équipe cadet, donc des moins de 15 jusqu'au moins de 23, qui est Sam Lacombe. Donc lui, il est manager du pôle de performance, ce qu'on appelle. Et donc on travaille tous ensemble dans un open space, déjà pour essayer d'avoir le plus d'informations possible sur l'ensemble des joueurs, parce qu'au final, beaucoup de jeunes joueurs du centre de formation ou de l'équipe espoir sont intégrés aux entraînements de l'équipe première, parce qu'il faut qu'on anticipe la période d'absence pendant les matchs internationaux, étant donné qu'on a... Si on parle de la dernière Coupe du Monde, on avait 17 joueurs à la Coupe du Monde. Donc, on a beaucoup de joueurs qui partent pour des échéances internationales. On a discuté un peu aussi de cette gestion sur le plan de la santé des joueurs, de qui chapeaute quoi quand il y a telle blessure à tel endroit. Ouais, c'est assez complexe, puisqu'on n'a pas les joueurs sur l'ensemble de la saison intégralement avec nous. Enfin, très peu en tout cas. Il y a combien de joueurs finalement sur l'ensemble de l'effectif Espoir Pro ? Il y en a environ 90. 90, ouais. Ok. Si on parle de la fourchette haute, on a 90 joueurs. Ok. Après, il y a différents statuts sur la catégorie espoir et
et aussi différents statuts sur l'équipe professionnelle, puisqu'il y a les joueurs internationaux et ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, et ce qui fait que ce staff sportif, après, il est encadré de la partie médicale, de la partie analyse vidéo, de la partie préparation physique. Et donc, au final, dans le staff, on doit être une quarantaine, je pense, à travailler tous ensemble. On était une 35 l'autre jour, non ? Si on prend ceux qui s'occupent du centre de formation aussi, je pense qu'on est une quarantaine. Ah oui, bien sûr. Voilà. En comptant le staff med et paramède ou que le staff sport? Ouais, si tu prends avec le centre de formation. Ouais. Ah ouais, ok. Et ça, il faut homogénéiser tant sur comme je disais tout à l'heure, côté sportif, pour homogénéiser la formation des très jeunes, etc. Donc c'est un gros boulot. C'est pour ça que vous travaillez en open space pour faire circuler l'information. Et sachant qu'on a une personne en plus aussi qui est Jérôme Cassalbou, qui lui va vraiment faire le lien entre la partie centre de formation, espoir, équipe professionnelle, aussi bien sur la partie scolaire que sur la partie administrative. Donc lui, c'est un peu la personne qui va gérer tout ce qui est je dirais, réglementaire et bienveillance du joueur. D'accord. Très important. Oui. Très, très important. Vous, les garçons, côté staff médical, est-ce que vous pouvez me raconter l'organisation ? Est-ce qu'il y a un chef d'orchestre de tout ça ? Le responsable du pôle médical du club donc, est Philippe, qui est le médecin à plein temps sur l'équipe professionnelle. Il y a 2 kinés à temps plein sur l'équipe pro, 2 kinés à temps partiel, un ostéopathe qui est kiné-ostéopathe à temps partiel également, et ces kinés se répartissent aussi la gestion des matchs. Sur l'équipe espoir et centre de formation équipe espoir, il y a un médecin, voire 2 médecins, puisqu'on se partage les matchs aussi à 2, et 2 kinés également pour gérer l'effectif espoir. Okay. Et moi en plus, du coup, sur le... Ouais, Mathieu, t'as quel statut finalement ? Parce que j'ai l'impression que ton poste est hyper atypique. T'es pas forcément dans le soin pur, t'as vraiment une approche générale du joueur. En fait, ouais, j'ai pas de... Enfin, si tu veux, il n'y a pas de... Il y a plein de fois où, bien sûr, s'il faut le dépanner ou s'il faut être là pour suppléer, aider pour des soins, bien sûr que j'y participe. Mais la raison de ma venue à la base et de ce pourquoi j'ai postulé, c'est ce côté vraiment coordination et réathlétisation ou gestion des blessures à longue durée. Mais ça n'empêche pas, après voilà, j'ai quand même plein d'autres choses après qui viennent s'y rajouter. Et donc ouais, c'est une espèce de mix un peu de plein de petites choses, mais mon rôle, on va dire vraiment majeur, c'est surtout c'est de là. C'est une création de poste. Ouais. C'est un poste alors après, peu... il y avait déjà eu quelqu'un qui l'avait occupé il y a quelques années, et finalement, après, quand il avait arrêté, ça n'avait pas été remplacé. Et depuis, du coup, ouais, c'était quoi une création de poste. C'était quoi qu'il y avait à combler sur le plan de la prise en charge, en fait ? Alors moi, c'est un peu difficile des fois pour moi de répondre à ça parce que j'y étais pas avant, donc je peux pas comparer, tu vois, mais les demandes, en gros, c'était de faire un peu plus le lien entre la prépa physique et le médical, tu vois. Donc, des fois, tu vas avoir ton joueur blessé et tu t'attends à ce qu'il revienne en termes de performance le plus rapidement possible, que ça soit en salle de muscu ou sur le terrain, à tous les niveaux, hein, qu'il retrouve au mieux, au plus rapidement son niveau de performance. Et donc, et aussi, tu vois, sur des choses un peu plus spécifiques rugby, on essaie d'intégrer rapidement du rugby dedans, que ce soit pour les avants de la mêlée ou du jeu au pied pour des 3 quarts, enfin peu importe, pour les on va dire chaque poste a ses spécialités, tu vois, et on essaie de les intégrer le plus vite possible. Et du coup, tout ça s'organise un peu, et je pense, j'étais pas là avant, mais que tout ça, c'est vrai que c'est un peu plus facile si tu as quelqu'un qui vient, qui se déplace de bureau en bureau, qui assiste aux réunions, j'ai du temps pour ça, donc je pense que du coup, si t'as pas quelqu'un qui l'organise, il y a certainement beaucoup de situations où ça peut passer à travers. Je sais pas, Virgile, t'étais là avant, j'en sais rien, je sais pas,
j'ai pas d'éléments moi de comparaison, tu vois. Une discontinuité en tout cas peut-être dans les informations. La difficulté, c'est que géographiquement, on n'est pas tous côte à côte. Par exemple, le pôle médical, il est au rez-de-chaussée. Nous, on est au premier niveau dans le centre d'entraînement. Donc, on a besoin d'avoir les informations, on a besoin de communiquer. Ici, il y a comme une culture de l'oral qui perdure, donc on aime bien avoir les informations directement plutôt que de recevoir un email ou un message. Et surtout, il faut réussir à synchroniser toutes les informations, donc d'avoir un outil commun, d'être sûr que tout le monde l'a vu au bon moment. Parce que parfois, moi, ça m'arrive d'être sur le terrain quand le pôle médical va envoyer un message. On a besoin d'avoir les informations à temps, etc. Donc c'est vrai que c'est plus simple en termes de fonctionnement quand Mathieu peut venir nous voir pour nous dire voilà, il faut placer une séance de remise en charge sur la technique individuelle de mêlée. Quand est-ce que tu seras dispo? Plutôt qu'il m'envoie un mail, que je réponde à son mail, qu'il me renvoie un mail. Et c'est un petit peu plus complexe à gérer comme ça. Okay. Et puis tu peux aussi discuter du contenu, tu vois. Alors après, ça, dans un échange, tu vois, ça peut être dire écoute, moi je pense que pour sauter en touche, il n'est pas prêt, que tu vois, on peut adapter un peu mieux les séances. Et c'est vrai que si tu veux, Philippe, le médecin, ou Arnaud pour les jeunes, si tu veux, eux, ils ont tellement malgré tout de choses à gérer où des fois c'est pas forcément évident de faire ce yo-yo, d'aller chercher l'info, revenir, aller voir le kiné qui s'en charge parce que du coup c'est pas nécessairement moi qui m'occupe de ce blessé là, tu vois. Et donc bon voilà, ça c'est une partie du boulot. Une partie du boulot. Ok. Arnaud, est-ce que tu peux nous dire si vous avez des staffs médicaux comme je sais pas, on peut faire dans un hôpital pour parler de tous les patients qui sont hospitalisés à un instant T, pour refaire le point sur la situation d'un patient. Vous avez des staffs par semaine, par mois, des trucs bien ficelés, organisés? On fait un staff hebdomadaire. En général, nous, pour les jeunes, il est situé régulièrement le lundi, qui est le lendemain ou le surlendemain du match, où on fait un état des lieux des blessés du week-end, éventuellement une projection sur l'indisponibilité, et ensuite un état des lieux sur les blessés de plus longue durée et leur évolution, et pareil sur la projection. Et également, donc, un échange, c'est un staff où il y a donc le médecin, les kinés, les préparateurs physiques, les entraîneurs, le manager de la catégorie ou au moins un entraîneur pour représenter le sportif, et un échange, comme disait Mathieu. Nous, chez les jeunes, on n'a pas cet équivalent de coordination médicale que peut faire Mathieu sur les blessés longue durée, donc un échange qui est nécessaire avec le sportif effectivement pour gérer la reprise des joueurs et leur remise sur le terrain après la blessure. Et ça c'est carré. Et ça c'est carré. On a un emploi du temps partagé qu'on a tous sur nos téléphones, et le lundi à 14h30 on a réunion ensemble avec aussi la secrétaire médicale qui gère les arrêts de travail, les examens complémentaires, etc. Tout le monde est présent. Okay. Et chez les pros, il y a un équivalent qui peut varier un petit peu dans le calendrier en fonction des matchs, qui peuvent être le samedi, le dimanche, les jours de repos, qui contient un peu les mêmes personnes et un peu sur les mêmes thématiques, et on a un outil informatique qui est rempli effectivement par le secteur médical, Mathieu en l'occurrence, et nous chez les jeunes un kiné qui le fait aussi, qui est un check médical, un tableau avec la date de la blessure, l'évolution et la projection de reprise, et le contenu en bref de la semaine pour chaque joueur blessé. Ok. Pour avoir fait des fois des petites visites au cours de l'internat dans des clubs de rugby sans trop les citer, j'ai vu que le cadre médical n'était pas forcément systématique, que les moyens n'étaient pas forcément là. C'est quand même un gros club aussi de ce point de vue-là, des moyens mis pour la santé et pour l'encadrement médical. Virgile, tu as vu différents clubs. Est-ce que tu as vu autant de rigueur ailleurs ? Ça dépend. En fait, ça a évolué aussi avec le professionnalisme du rugby. Donc, moi, j'ai joué dans des clubs où le médecin n'était pas là tous les jours. Ouais. C'était un médecin qui avait son cabinet et qui venait une demi-journée ou 2 demi-journées par semaine. Mais j'ai aussi joué dans des clubs où il y avait un médecin à plein temps régulièrement, et qu'on pouvait voir tous les jours. Sincèrement, aujourd'hui, la majorité des clubs
commence à s'armer avec donc on voit de plus en plus des ostéopathes, on voit de plus en plus des podologues, on voit de plus en plus des diététiciens qui sont autour du pôle médical. La majorité des clubs, ils ont un médecin qui est au moins à mi-temps, donc qui est régulièrement là, et souvent un responsable sur la partie kiné qui lui va un peu chapeauter, qui va gérer les jours en retour de blessure, qui va gérer les soins, qui va gérer les massages de bien-être, etc. Donc ça s'est énormément développé, et les staffs dans le rugby en général ont grossi énormément. Chaque année on grossit, nous aussi. Enfin... Ouais. On grossit et on essaie de plus en plus de répondre aux besoins des joueurs, puisque on rentre de plus en plus dans le détail, on a de plus en plus d'informations via de la data aussi. Donc c'est sûr que ça prend de plus en plus d'importance, mais on a toujours l'impression qu'il en manque, quoi. C'est ça qui est terrible. Là, on a fait un petit tour tout à l'heure. J'ai quand même trouvé que les moyens étaient incroyablement présents, et c'est vraiment propre en termes de structure. C'est vraiment, ça fait rêver. J'allais dire que c'est la NASA. En préparant l'épisode, j'allais dire que c'était la NASA du rugby, mais pour le coup, franchement, c'est plus que ce que j'avais pu imaginer, quoi. Les soins, la balnéo, les kinés qui sont tous là. Toi, Arnaud, tout à l'heure, il y avait un entraînement d'espoir. Un jeune se blesse, t'es immédiatement présent. C'est ça ton quotidien? Tous les jours, il y a toujours un médecin sur les entraînements? Espoir ou pro, il y a toujours quelqu'un de... On essaye au maximum, il y a toujours une présence médicale effectivement en marge des entraînements, surtout les entraînements où il y a potentiellement du contact et qui peuvent être traumatisants. Ouais. En tout cas, il y a toujours une présence médicale, médecin ou kiné, sur la semaine, jeune et pro. Ouais. Ok. Comment est-ce que vous gérez les formes et méformes physiquement? Comment est-ce que c'est organisé pour... vous parliez tout à l'heure de tableurs, pour savoir qui pouvait reprendre, etc. Vous avez des tests systématiques toutes les semaines après les matchs. Comment est-ce que tu fournis ton examen, en fait? Donc tu parles pas nécessairement des blessés, non. Tout venant. Ouais. Nous en pro à J+2 d'un match. Ouais, généralement J+2. On a ce qu'on on appelle un screening en fait de début de semaine. Le matin, ils viennent et ils ont une batterie de tests, notamment sur les membres inférieurs, mais aussi sur les membres supérieurs. Et on quantifie. Il y a des choses qu'on quantifie avec des tests de force, et donc sur des zones qui ont été ciblées et sur lesquelles on a des données depuis au moins 3 ans. Donc on a un suivi de chaque semaine, un test de force des adducteurs, des ischios. C'est pas chronophage par exemple, c'est vraiment des tests que... c'est pas des choses qui sont faciles à mettre en place, parce que si tu veux, forcément à J+2, il y a quand tu leur demandes de forcer de serrer les cuisses, il y en a beaucoup qui n'ont pas envie, et ça peut se comprendre parce que tu es fatigué, parce que tu as joué. Mais bon, c'est reproductible en tout cas. Ouais, on essaie de le rendre le plus reproductible possible. Bien sûr qu'on est à l'écoute du joueur s'il le fait pas, pourquoi il veut pas le faire. S'il a pas fait un bon score, pourquoi. Mais en fait, si tu veux, ça permet, comme tu dis, d'avoir une idée de la fraîcheur. Ça permet aussi... Parce que on est dans la compétition aussi en interne entre chaque joueur a envie d'essayer de au mieux dégrossir des choses qu'on pourrait ne pas voir, tu vois. Et voilà. Et après, en gros, si tu veux, ça amène à des discussions envers le joueur. Donc tiens, t'as pas trop forcé. Est-ce que t'as pas forcé à fond, ou si t'as forcé à fond, t'avais mal. Et après, si jamais il y a un warning, quoi, ça renvoie voir le médecin ou le prépa, ou alors ça nous est arrivé sur des mecs, tu vois, en muscu, de les adapter. Après, c'est souvent, en fait, J+2, généralement, c'est toujours la journée où il y a un entraînement qui s'appelle le Clarity, qui est très light, en fait, au final. C'est souvent comme ça, quand même. Ça dépend des semaines. Ouais, ça dépend des semaines. Parce que nos semaines, en fait, elles sont très variables. Nos emplois du temps varient d'une semaine sur l'autre. En fait, c'est tout le temps dépendant du jour de match et de l'heure du match. Et du prochain match aussi. Et du match à venir. Donc, on peut avoir des semaines à 7 jours classiques, où par exemple, tu vas jouer du samedi, enfin, tu auras joué le samedi, tu vas rejouer le samedi d'après.
où tu vas jouer le dimanche et tu rejoueras le dimanche d'après. Mais on a aussi des samedis, dimanches ou des dimanches, samedis. Sachant qu'il y a des matchs qui se jouent à 21h et des matchs qui se jouent à 14h30. Donc c'est vraiment variable. Et à donc, ce niveau-là, 2 heures, c'est 2 heures, quoi. 2 heures de gagné ou 2 heures de perdu. C'est des réflexions sur des demi-journées plus que sur des heures. Mais quoi qu'il en soit, il y a des moments où à J+2, on va vraiment être sur quelque chose de presque marché, sauf pour les joueurs qui ont peu joué. Et il y a des moments où on va être sur des entraînements un petit peu plus poussés parce que on voit qu'on a un temps de travail utilisable et que l'on essaie d'optimiser sur la semaine, quoi. Là, il y a par exemple Antoine Dupont qui sort d'une saison 23-24 incroyablement riche. Il est au repos. Comment vous faites pour évaluer cette fraîcheur? Alors, tout à l'heure, il y avait la fraîcheur d'une semaine à l'autre, mais la fraîcheur plus globale, est-ce que vous appuyez que sur la data, le minute de temps passé, les blessures, les tests, comme tu disais, ou est-ce qu'il y a quand même un peu de feeling et de se dire là, il a vraiment chargé, on va le mettre au repos? Ça repose sur quoi précisément en fait? Alors, on regarde beaucoup le temps de jeu et le nombre de matchs joués dans la saison, aussi bien avec nous qu'en sélection. Après, on essaie de le comparer sur les saisons passées et sur les blessures qui ont eu lieu aussi, puisque par exemple, un joueur qui revient d'une blessure importante, qui n'a pas été sur le terrain pendant 6, 7, 8 mois, le faire enchaîner 4-5 matchs d'affilée dès son retour de blessure, on sait que c'est un gros risque. Même chose pour les commotions, c'est une chose qu'on prend en compte, c'est-à-dire qu'un joueur qui revient de commotion, souvent on essaie de voir son comportement et d'avoir des échanges avec lui pour voir si il a réellement récupéré de sa commotion ou pas, même si maintenant il y a des protocoles qui ont été mis en place et franchement les joueurs sont bien plus protégés qu'avant et on fait attention à le remettre sur le terrain. Mais la plus grosse chose, ça va vraiment être le temps de jeu et aussi le ressenti du joueur. C'est-à-dire que à ce niveau-là, et notamment avec l'expérience qu'Antoine commence à avoir, par exemple maintenant, il est capable de nous dire si il est épuisé aussi bien mentalement que physiquement ou non. Donc il n'y a pas que du numérique et de la data, il y a aussi de l'humain et de l'échange, quoi. En fait, la data, c'est un outil qui nous permet d'être un peu conforté dans nos sensations. Et c'est pas l'inverse. Quand on arrivera à l'inverse, on perdra tout le sens du sport collectif, je pense déjà. Et donc Hugo passe pas mal de temps avec ses joueurs internationaux justement pour essayer de gérer au mieux leur temps de travail et leur temps de récupération. Et il s'appuie sur un tas de données, donc que ce soit le temps de jeu terrain, les entraînements aussi, l'intensité des entraînements, la capacité à aller toucher des vitesses max, la capacité à encaisser des charges de travail en muscu ou non. Maintenant, donc, vous essayez aussi un peu de planifier un peu. Alors, mais dans l'idée, tu vois, un peu de. Sur la saison, pour vulgariser la chose, pour vulgariser un peu la chose, sur la saison 21-22 où on perd en demi-finale de Coupe d'Europe et en demi-finale de championnat, notre constat, ça a été le manque de fraîcheur et d'énergie à la fin de la saison. Notamment de notre équipe type et donc de nos joueurs titulaires. Donc on a commencé à se poser la question de comment faire pour pouvoir essayer de les avoir frais justement en fin de saison sur ces matchs importants. Et donc on a commencé au début à intégrer un petit peu plus les jeunes joueurs, mais au lieu d'attendre la période d'absence des joueurs internationaux et d'intégrer ces jeunes joueurs, on a essayé de les mettre un petit peu plus régulièrement, un joueur sur tel match, et puis le match d'après un autre jeune joueur, etc. Donc ça leur a permis à eux de gagner déjà en confiance, en temps de jeu, en expérience. Et nous, ça nous a permis de reposer certains joueurs cadres. Et maintenant, on a essayé un petit peu d'évoluer la réflexion en proposant en fait des plannings de travail et de récupération aux joueurs qui sont difficiles à tenir puisqu'on dépend énormément des blessures et aussi de la performance du joueur. Parce que la réalité, c'est que pour pouvoir jouer et rester sur le terrain, il faut quand même être performant le week-end, parce que ça pousse derrière pour prendre la place du joueur qui est sur le terrain.
Mais à terme, on aimerait avoir la capacité à réellement proposer des plannings individuellement aux joueurs internationaux pour qu'ils puissent avoir conscience de leur temps de récupération et que ce soit des réels temps de récupération. Parce qu'un joueur qui s'entraîne toute la semaine, à qui on dit le jeudi finalement tu joues pas, il n'a pas une semaine de récupération. Un joueur à qui on dit en début de semaine tu coupes complètement, c'est une semaine de régénération, tu vas juste te faire des soins ou tu pars en vacances. Ou à l'inverse, on veut que tu travailles parce que tu as un besoin, donc tu vas passer une semaine à faire du renforcement sur ton genou par exemple, et en plus de ça, tu vas faire du développement physique. Ça a beaucoup plus de sens que de le décider en amont. Mais ça demande une organisation, une gestion un petit peu délicate. Beaucoup d'anticipation, histoire en fait qui, par exemple en France, qui finissent pas le tournoi à destination cramé, mais qui le terminent plus frais que jusqu'alors, parce que c'était un peu la période sportive où ils envoyaient un peu tout. Et là, votre projet, c'est d'intégrer des jeunes plus tôt pour que cette fin destination soit moins usante en fait à la sortie. Oui, parce qu'en fait, il y a la tournée de novembre, il y a les 6 nations, il y a eu la Coupe du Monde, il y a la tournée d'été. Donc, des échéances internationales, il y en a toute la saison aussi. Et nous, dans notre saison, on a le championnat et la Coupe d'Europe. Et les matchs de Coupe d'Europe, c'est des matchs internationaux, très clairement. Donc, il faut vraiment qu'on prenne tout en compte sur le calendrier pour pouvoir, après, essayer d'adapter les temps d'occupation. Et surtout, la difficulté, c'est qu'il faut continuer à être performant tous les week-ends. Donc, on ne peut pas se permettre de mettre 8 joueurs internationaux au repos en même temps. Mais puisque tous les matchs ont de l'importance et ça, c'est super intéressant sur le plan management, etc. Ça va être hyper intéressant à essayer d'anticiper sur son ordi ou je ne sais comment, essayer de voir qui est en train de rentrer dans une zone de turbulence. Très, très intéressant. On parlait de la commotion cérébrale. Il y a eu on a fait un épisode avec David Broge, docteur Broge. On a parlé de la commotion et de sa détection sur le terrain. Derrière, au sein du club, Arnaud par exemple, est-ce que vous avez des missions? Est-ce que le protocole se poursuit? Est-ce qu'il se poursuit la semaine suivante ou même 2, 3, 4 semaines suivantes? Est-ce que vous avez des choses à faire et à checker? Oui, alors déjà la première mission qu'on a en tant que médecin, c'est l'information et la prévention. Tous les ans, on fait une réunion d'information à tous les joueurs pro et centres de formation pour les éduquer sur qu'est-ce qu'une commotion, comment on la dépiste, pourquoi c'est important de la dépister, comment elle se soigne et quelles sont les règles à mettre en place pour qu'ils soient aussi éduqués là-dessus. Nous, les jeunes, même ceux qui passent en centre de formation, ne seront pas tous rugbyman au Stade Toulousain et 2, voire pas tous rugbyman professionnels, donc c'est important aussi de pouvoir leur faire profiter de ça. En cas de commotion ou de suspicion de commotion effectivement sur un terrain, on a la mission d'accompagnement des joueurs, que ce soit dans les 24-48 premières heures, que ce soit dans tout le protocole mis en place et coordonné justement par le docteur David Broge sur la reprise des activités physiques de manière progressive et de surveiller que le joueur tolère bien cette remise en charge et de développer le protocole donc HIA ou un équivalent qui a été développé donc pour les catégories plus jeunes et ensuite d'accompagner le joueur jusqu'à la remise sur le terrain et de certifier avec son aide et un examen clinique et un interrogatoire précis que le joueur est capable de reprendre le jeu en compétition. Okay. Et cette mission de prévention, au-delà de l'information, elle passe aussi par le travail avec le staff technique et le staff sportif, avec le renforcement cervical dont parlait Virgile tout à l'heure, qui se fait sur tous les joueurs, évaluation et progression sur toutes les catégories d'âge aussi, et sur la technique individuelle d'appréhension du contact. Voilà, pareil, qui est mise en place sur toutes les catégories, plaqueur, plaqué, sachant que c'est la phase de jeu qui est la plus pourvoyeuse de commotion. Ok. Et donc il y a quand même un checkpoint avec Dr Broge. À chaque fois, vous envoyez les sportifs, les rugbymen qui ont commotionné. Alors pour tous les professionnels et centres de formation, oui, puisqu'ils sont sous contrat avec le club, on a une collaboration avec le Dr Broge qui détermine commotion ou pas commotion
après souvent avoir discuté avec nous qui étions au bord du terrain et éventuellement analyser les images si elles sont disponibles. Effectivement, coordonner les protocoles de reprise. Et chez les jeunes ou dans le cadre, on va dire, fédéral en dessous de la Ligue, il intervient en cas de deuxième commotion dans les 12 mois, dans les 12 mêmes mois. Okay. Pas forcément sur la première commotion, notamment chez les moins de 18 ans. Okay. Mais après, sur la deuxième et la troisième, la remise sur le terrain doit être appréciée. Alors, nous, on travaille avec le docteur David Broge, mais chaque région, on va dire, de France a son référent neurologue ou neurochirurgien, en tout cas un spécialiste commotion identifié. Ok. Super intéressant. Je voulais prendre 2 exemples pour parler un peu concret. Par exemple, la blessure au cours d'un match, je sais pas, à l'extérieur. On se demande toujours qui va le prendre en charge. Alors toi, Arnaud, tu es sur le bord du terrain, par exemple. De la détection de la blessure à sa reprise, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je voulais en discuter un petit peu. Par exemple, le début de l'histoire, c'est toi qui te rends sur le terrain. Tu détectes, je sais pas, un croisé, quelque chose comme ça. Imagine, tu es à l'extérieur. Comment ça se passe pour une imagerie, comment c'est organisé? Alors, pareil, deux poids de mesure. Avec le secteur professionnel, on a en général une évacuation qui est fléchée avec des urgentistes ou en tout cas une équipe infirmiers, ambulanciers, bord de terrain, avec des premiers soins potentiellement prodigués aux blessés et sur le terrain ou à l'infirmerie du stade. Ça arrive qu'ils remettent des épaules, qu'ils suturent des plaies, qu'ils remettent des fractures avant de déplacer un blessé. Et souvent une évacuation fléchée sur un centre hospitalier dédié, soit pour la traumatologie, soit pour la neurochirurgie quand c'est cérébral ou rachis. Une fois qu'on a cadré, on va dire, la situation urgente, le plus souvent on rapatrie les joueurs sur Toulouse, où là on a notre propre réseau de médecins, de chirurgiens, cliniques ou hospitaliers avec qui on travaille pour gérer le deuxième degré d'urgence si c'est chirurgical. Et ensuite, tout ce qui va être suivi, évaluation, rééducation se fait en grande partie au club, avec parfois quelques collaborations sur des centres de rééducation, pareil, extérieurs sur des courtes périodes. Ok. Comment vous choisissez ces centres de rééducation? C'est fléché, c'est systématique ou vous avez en fonction de la pathologie de la blessure? En fonction de la pathologie de la blessure, on travaille avec des centres un peu plus ciblés réathlés pour les fins de rééducation. On a des centres aussi, on envoie aussi faire des évaluations dans des centres aussi à l'extérieur, même en dehors des blessures. Si on a des joueurs qui ont des gros antécédents et qu'on décide d'optimiser un petit peu la prévention, et donc ça nous arrive encore récemment d'envoyer dans des centres qui font un bilan pendant 2 jours. Et là pareil, t'es central, toi tu vas devoir un peu faire les échanges. Souvent, là dernièrement j'y suis allé du coup. Et pour partager, pour échanger avec eux. Après, oui, dans les centres de rééducation, de réathlés, comme le CERS ou quoi, j'y suis allé aussi fréquemment, mais je connais forcément les personnes qui y travaillent, donc soit par téléphone, mais ça m'arrive aussi fréquemment de m'y déplacer. Et voilà, donc on essaie de le planifier au mieux dans les rééducations en fonction de là où on envoie. Après, c'est aussi une volonté d'Hugo et du club de sortir les joueurs un peu du contexte du club, de la blessure, pour dynamiser un peu. Pour dynamiser, exactement. Donc c'est quelque chose qu'on aime bien faire et qu'on essaie de développer aussi, quoi. Ok. Ouais. Ça a aussi un impact sur les joueurs qui sont en activité. Et c'est ce que j'allais... C'est-à-dire que le joueur qui traîne sa peine, qui est au début d'une blessure longue, qui a un peu du mal à digérer ce qui lui arrive et qui subit un peu toutes ces journées au départ, parce que ça arrive, c'est pas le cas de tous, mais ça arrive. C'est pas forcément positif de les avoir au contact des joueurs qui eux jouent tous les week-ends. Donc c'est aussi intéressant pour ça de pouvoir les sortir. Ouais, c'est pour ça que souvent si on est en phase finale, il n'y a pas grand monde en soins ici. Ok. Un maximum d'énergie. J'exagère, mais quand même j'essaie de le planifier un peu comme ça aussi. Ouais. Ok. Et vous avez la main sur différents centres et vous contactez. C'est un peu ça le truc un peu opaque. Vous contactez, vous avez des contacts ref pour dire on a tel ou tel blessé, telle ou telle pathologie.
Oui, c'est clair. Ouais, Ok. c'est ça. Bon, enfin, oui, voilà, on appelle. Bon, après, de manière, je dirais un peu comme tout le monde, mais bon, c'est vrai qu'il nous refuse jamais, il nous refuse rarement, même si on appelle un peu tard. Non, mais oui, c'est toujours. Après, sincèrement, c'est planifié à l'avance parce que même pour le joueur, ça doit s'organiser en vie perso et tout ça. Donc, globalement, sur une rééducation classique comme les croisés, à quelque chose près, à une semaine près, rapidement, dès le début de la blessure, on sait quand on va l'envoyer, à quelle période, quel moment. Voilà, comme je te disais, si on sait que voilà, avril, mai, juin, c'est des périodes un peu où il peut y avoir des phases finales, tout ça. Donc c'est vrai que si on sait qu'on a un croisé, on va organiser, tu vois, à l'avance déjà son séjour sur des dates un peu clés, quoi. Ok. Par exemple, Anthony Jolon qui se blesse côté club et une fois côté sélection, comment se fait l'interaction avec les staffs des deux parties? C'est l'équipe de France qui dit c'est un joueur du Stade Toulousain, ou est-ce qu'il y a des explorations et des expertises faites par les staffs Tu veux dire au moment de la blessure? Au moment de la blessure, ouais. Non, il est renvoyé, Dans son club chez nous. Ouais. Ouais. Enfin, après, il peut passer des examens des fois avec la sélection. Mais après, il est renvoyé même quand tu vois sur l'équipe de France A7 ou quoi, dès qu'ils sont blessés, ils rebasculent avec nous. D'accord. Enfin, je prends le cas des joueurs qu'on avait récemment à 7, quoi. Mais non, ils sont renvoyés chez nous. Ok. Super. Il y a le CHU qui est en interaction avec vous. Est-ce que quelqu'un peut me raconter un peu si vous êtes sollicité beaucoup, pas du tout, pour des expertises et des explorations de ces machines de guerre de sportifs de haut niveau? Si le CHU... Si le CHU vous sollicite. Le CHU nous sollicite, alors... oui et non, c'est-à-dire que... Est-ce qu'il y a des études scientifiques Alors, on est terrain de stage universitaire, donc on reçoit des internes de médecine, des internes le plus souvent de médecine générale qui font la FST de médecine du sport, avec un terrain de stage partagé avec le CREPS de Toulouse. Donc souvent les travaux de recherche effectivement sont faits plutôt dans ce cadre-là. En ce moment, par exemple, on a un interne qui fait son mémoire et peut-être même sa thèse sur un outil de dépistage de fatigue neuromotrice et cérébrale, qui est un outil qui avait été développé par un neurochirurgien à Nice, pour détecter des maladies neurodégénératives et qui a été étendu aux sportifs pour justement dépister un état de fatigue ou par exemple dépister un état post-commotionnel qui persisterait. Donc dans ce cadre-là, oui, ça se fait. Après, on n'a pas forcément d'autres collaborations non avec eux et on va dire l'outil Stade Toulousain n'est pas exploité là par l'hôpital. Nous, on met en place de manière régulière, comme Mathieu le disait tout à l'heure, des outils de dépistage dont on se sert pour faire nos propres recherches et nos propres développements au sein du club. Et après, on utilise d'autres contacts sur Toulouse aussi que le CHU, donc pas en priorité, non. Je pensais que vous étiez sollicité sur les sportifs de haut niveau. Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un avant-gardisme du Stade Toulousain sur le côté médical et prise en charge? Est-ce que vous pensez que vous êtes en avance, notamment par ton poste, Mathieu? Tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais vous avez vu d'autres choses à l'extérieur? Par rapport aux autres clubs de rugby? Ouais, autres clubs de rugby, ou enfin, globalement, sur le plan de la santé, vous vous situez comment? Est-ce qu'il y a une vraie volonté d'approfondir encore plus cette prise en charge et de la cadrer encore plus? Allié, c'est sûr. Ouais. Ce qui est sûr, c'est que moi, depuis que je suis là, j'ai l'impression que clairement, on a une évolution sur pas mal de choses. Bien sûr, par rapport aux data, on ne fait qu'évoluer. On a de plus en plus d'outils, de suivi et de toute façon, tout envers ça, si tu veux, tout envers avoir plus de quantification de choses, être un peu plus en alerte sur plein de choses. Forcément, les critères pour le retour au sport, pas qu'au Stade Toulousain, mais dans plein d'endroits, ils ont évolué, mais parce que la science, elle évolue dans ce sens aussi. Et donc, on suit cette tendance-là. Alors après, j'espère que
l'évolution aussi, elle peut aller dans le sens où nous, on va pousser un peu plus dans le travail de recherche à ce niveau-là. Et c'est une volonté qu'on a, que j'ai moi aussi personnellement. Ouais, tu peux nous raconter un peu, parce que ce poste atypique, il n'est pas là par hasard. T'es allé chercher des choses quand même. Tu peux raconter aux étudiants kinés quel est ton parcours et comment tu as chargé la valise? Simplement, moi, ça fait 15 ans que je suis kiné et j'ai fait simplement. J'ai commencé de manière classique par un DU de kiné du sport. Après, vraiment dans les grandes lignes, j'ai fait d'autres formations complémentaires, mais dans les grosses formations qui prennent un peu de temps. Après, j'ai fait un DU de prépa physique. J'ai après cherché, c'est là où ça m'a un peu ouvert sur le côté de mon poste. J'ai fait une formation avec le comité olympique pendant 2 ans et où j'ai beaucoup appris sur l'analyse des blessures, comment les suivre, comment les enregistrer, comment après mettre en place des protocoles de prévention, vraiment sur de la lecture scientifique à ce sujet. Et donc, c'est ça qui m'a un peu poussé vers ça. Et là, après, et là, en ce moment, je suis sur un master en Angleterre de kiné du sport aussi. Et après, j'aimerais bien faire une thèse. Donc, c'est pour ça, et me servir de mon poste pour tout ça, quoi. Donc, mais bon, voilà. Ça, c'est moi personnellement, mais je pense que on tend à se stimuler de plus en plus dans ce sens. Et c'est à sortir du soin strict. Ouais, voilà. Et comme je te dis, après, c'est vrai que la data, comme pour les coachs, j'imagine, elle te sert pas à faire ton travail de tous les jours, mais c'est clair que ça te permet de mieux suivre et de te baser sur des critères en tout cas les plus valables possibles, quoi. Arnaud, toi, médecin du sport, et t'as fait quoi comme formation pour atterrir au Stade Toulousain? Je pense que tout le monde veut savoir. Vous avez tellement des postes incroyables que tout le monde veut. Je pense que les 2 facteurs qui ont joué, c'est que j'ai joué au Stade Toulousain quand j'étais gamin, et le deuxième, c'est que je connaissais le médecin-chef, donc quand il y a une place qui s'est libérée, j'ai eu la chance de recevoir un coup de fil parce qu'il savait que je pouvais pas dire non. Donc, à la base, je suis médecin généraliste. J'ai fait une capacité donc de médecine du sport après ma thèse. Et après, j'ai fait plein d'autres formations, un DU de médecine manuelle ostéopathie, un DU de traumatologie du sport, un DU de pathologie spécifique au rugby qui est organisé à la Fédération française de rugby à Marcoussis. Et en fait, pendant mon internat, donc j'ai été interne notamment pendant un semestre au CREPS de Toulouse. À l'époque où le docteur Philippe Izard était médecin du CREPS, on a fait le DU de médecine manuelle ostéopathie ensemble. Et donc quand il y a un des médecins du club qui est parti, il m'a appelé pour me proposer le poste. Et il m'a dit tu sais que tu peux pas dire non. Et t'as pas pu dire non. Et j'ai pas pu dire non. Et ce club, je me fais une deuxième carrière, on va dire, de celle que j'ai pas eu en tant que joueur, mais même en tant que staff médical. Et surtout au Stade Toulousain, on vit des choses incroyables sur les terrains tous les week-ends, et surtout depuis ces dernières saisons qui sont très, très prolifiques pour le club. On parlait de fraîcheur physique, il y a la fraîcheur mentale. Quelqu'un peut nous raconter comment sont pris en charge les joueurs sur le plan de la santé mentale? Alors, sur le plan de la santé mentale, tous les joueurs qui rentrent au centre de formation ont une évaluation psychologique avec une psychologue du sport. Nous, on travaille avec Nathalie Simor, qui est psychologue du sport sur Toulouse. Cette évaluation, elle est obligatoire, elle est demandée par la Ligue nationale de rugby pour tous les joueurs. Okay. Et ensuite, sur le plan psychologique, c'est à discrétion du joueur en fonction des besoins. Donc, nous, on informe le joueur qu'on a des outils à leur disposition. On travaille aussi avec des préparateurs mentaux. Alors, il y en a qui sont plutôt en lien avec le club, et on sait qu'il y a aussi des joueurs qui ont leur préparateur aussi de leur côté. On va dire que le volet psychologique et psychothérapeutique est plutôt du ressort de la médecine et de la santé mentale, et que le volet préparation mentale va plus être dans l'objectif de performance de chacun des joueurs. Ok, incroyable.
Donc belle rigueur quand même de ce côté-là aussi, très propre, et ils ont de quoi trouver une solution si ils ont la moindre alerte. Ok. C'est que du kiff ou c'est compliqué ces postes? On se dit que c'est quand même incroyable que ça rigole un peu parce que on sait que il y a un gros cap par le Stade Toulousain, une belle rigueur, et ça doit demander de l'énergie. Vas-y Virginie. Me concernant ou vous concernant? Non, je sais pas, je te pose la question. C'est toi aussi, ça peut. La rigueur sportive, on la connaît, mais la rigueur quand tu prends en charge des joueurs. Vas-y, Vizardo. Je dis, la rigueur médicale, elle est à la hauteur de la rigueur sportive. Et on en parlait avant en off, et c'est ce que je disais, on vit des choses incroyables, mais à côté, la remise en question et année après année, et même semaine après semaine, elle est aussi présente. Donc effectivement, on a en tant que staff médical comme le staff sportif une obligation de moyens et de résultats, contrairement on va dire à la médecine traditionnelle. Exactement, ouais. Et donc du coup une remise en question qui est essentielle. C'est pour ça que c'est important de travailler en équipe, c'est pour ça que c'est important de discuter entre nous, d'interagir avec les autres acteurs des autres staffs techniques et sportifs au sein du club. Donc oui, c'est du kiff, mais pour que ce soit du kiff, il faut qu'il y ait du boulot et parfois des jours et des semaines qui sont un peu moins kiffantes. Ouais. Et ce que je te disais, moi, la grosse différence, puisque si tu veux, je continue mon activité au cabinet, mais même si c'était pas le cas, j'ai eu ce passé-là avant aussi. La grosse différence, c'est si tu veux. C'est les émotions que tu as dans les deux sens, c'est-à-dire que quand tu as un patient au cabinet, bon, je te dis pas que tu n'es pas content qu'il recourt ou des choses comme ça, c'est pas l'euphorie, quoi. Ou s'il se refait mal, mais exactement. Alors que là, en fait, tu vas passer d'un moment où on a gagné un week-end à l'extérieur parce que tu vis quand même à l'intérieur du groupe, mais même si tu n'es pas sur le terrain ou quoi, du coup, tu vas avoir des émotions dans un sens très haut où tu as le joueur qui revient des croisés, tu es hyper content pour lui, et derrière... le lendemain ou quelques heures après, tu peux avoir une mauvaise nouvelle d'un joueur qui était soit avec nous en réathlé, mais qui se refait mal, ou parce qu'il y a un autre blessé. Enfin, si tu veux, et c'est ce côté ascenseur émotionnel, je trouve qui n'existe pas dans des carrières classiques entre guillemets que je connais encore, et c'est la grosse différence en fait avec le cabinet, quoi. C'est que. Est-ce que c'est pas ce que tu vas un peu chercher aussi? Non, mais si, complètement. Mais si tu veux. C'est vrai que maintenant, je commence à mieux le gérer, mais c'est quelque chose qui s'apprend un peu, tu vois, et le temps. Enfin, moi, en tout cas, si tu veux, pour avoir fait un peu deux mondes différents, et toi, je pense, Virgile, tu es habitué en tant que joueur avant et tout, mais c'est vrai qu'au début, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué, c'est ce côté ascenseur émotionnel, tu vois. Voilà. L'intensité des émotions. L'intensité des émotions dans les deux sens, tu vois. Donc, c'est juste que... C'est avec l'expérience que ça vient, tu vois, mais tu peux vite... c'est hyper déstabilisant, quoi. Ok, très intéressant. Virgile, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bah écoute, de toute façon, pour qu'il y ait du kiff, il faut qu'il y ait un petit peu de douleur avant. Donc, franchement, pour ma part, c'est un métier passion et passionnant. Ça demande beaucoup d'implication parce qu'on passe énormément de temps au club et on essaie d'être... le plus à disposition possible des joueurs et du staff quand il y a des besoins. Maintenant, c'est sûr que si on parle de blessures, au-delà de l'ascenseur émotionnel dont parlait Mathieu, il y a aussi le questionnement qui vient après la blessure. Pourquoi le joueur s'est blessé? Alors, si c'est en muscu, on a vite tendance à penser que c'est la prépa, sauf que c'est pas forcément le cas. Si c'est sur le terrain, pendant une séance de mêlée, je vais vite avoir la sensation que c'est de ma faute. Donc on a ce côté en fait un peu empathique envers le joueur parce c'est quand même un sport où il y a beaucoup d'échanges et où il y a des émotions et... Ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce que l'empathie au sein d'un système qui demande de la performance, c'est pas contradictoire, mais c'est difficile quand même sans doute de trouver ce rôle humain et cette empathie quand tu demandes à un joueur de pousser, de tout donner. Bah, c'est pas tant difficile que ça parce qu'au final, pour la plupart des entraîneurs, on a été sur le terrain. Donc on est capable un peu de se mettre à leur place et on sait à quel moment on leur demande de sortir de la zone de confort ou pas. D'accord. Mais quand il y a la blessure derrière,
Parfois, on se demande si c'est de notre ressort, donc toute la partie staff, ou du ressort du joueur, parce qu'on ne vit pas avec lui non plus toutes les heures. Parfois, il y a des joueurs qui ont une alimentation catastrophique, mais on l'apprend après la blessure. Il y a des joueurs qui dorment pas bien, mais qui n'en ont pas parlé. Et ça, c'est un petit peu difficile à gérer. Je pense que ce qu'on a en commun, c'est à chaque fois qu'il y a une blessure, tu te dis quelle part de responsabilité, entre guillemets, j'ai dans le truc, quoi, tu vois. Alors, t'es pas là pour... mais je pense que chacun, parce que tu es dans la performance, donc tu te dis, mince, qu'est-ce qu'on a pu louper, pourquoi? Et des fois, il n'y a rien, si tu veux. Mais où on trouve... Souvent, quand même, on trouve des choses. Enfin, à chaque fois, il y a toujours des choses à... Mais bon, forcément, ça peut arriver... clairement que tu puisses avoir une grosse part de responsabilité et après il faut l'assumer et mettre en place des choses pour que ça change, mais si tu veux c'est dans ce sens-là aussi où c'est mais après pour répondre à ta question au départ, je pense bien sûr que c'est surtout du kiff. On a la chance d'être à une période où le club gagne beaucoup en plus. Alors est-ce que c'est une chance, est-ce que c'est le résultat, c'est le résultat, je sais pas, mais en tout cas on a une génération de joueurs qui sont des bons joueurs et des bonnes personnes. Donc c'est un petit peu plus simple de vivre avec eux. Et surtout, ils sont très compétitifs. Ils aiment gagner, ils veulent continuer à gagner. Ils n'acceptent pas d'être blessés. Donc pour la plupart, ils ne s'endorment pas quand ils se retrouvent à aller au médical tous les jours. Et donc ça c'est top pour notre quotidien, quoi. Est-ce que, alors on sait que c'est pas le monde des bisounours, mais il y a le conflit médico-sportif où ça se passe bien? Alors je connais votre réponse, j'aurais pas dû la poser comme ça, mais est-ce que des fois vous vous trouvez un peu sur des antipodes sur l'avis que vous avez d'une situation? Ouais, je pense que ça arrive, bien sûr. Ouais, bien sûr. Ça arrive. Ça arrive pour plusieurs raisons. La première, c'est que à force d'être dans le monde du rugby, ayant été joueur et maintenant entraîneur, on commence à avoir un peu des notions sur les pépins physiques et on essaie à chaque fois de s'appuyer sur notre expérience pour savoir la durée d'indisponibilité, la problématique de ne pas s'entraîner. Parce qu'il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de joueurs qui jouent sans être à 100% de ses capacités physiques. Ça, c'est la réalité de notre sport. La blessure, ça fait partie du quotidien, ça fait partie du rugby. Et s'il n'y avait que des gars à 100%, personne ne jouerait forcément, quoi. Si on attend ça, c'est sûr qu'on aurait du mal à faire une équipe. Et après, nous, on est tout le temps... Et moi, souvent, ce qu'on dit et ce que souvent tu dois redire aux joueurs, c'est dire, en fait, nous, quand ils reviennent de blessure, on n'est jamais là pour leur dire on veut te faire 2 semaines de plus parce que ça nous fait plaisir. Franchement, jamais. Mais par contre, c'est la balance, la difficulté on a, c'est trouver la meilleure balance entre on veut vous remettre le plus vite possible et les rendre le plus vite possible à l'équipe. Et en même temps, tu sais très bien que s'il se refait mal, c'est pour ta pomme, mais c'est normal. Et donc, du coup, l'idée, elle est toujours de trouver la meilleure balance possible. Et bien entendu que des fois, il y a des désaccords et c'est normal. Mais c'est aussi ce qui fait, comme tu disais tout à l'heure, le charme du truc. mais voilà, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est la balance entre... Vous avez des discussions? Il y a un espace à ce genre de conversation ou d'échange pour déjà désamorcer des trucs qui pourraient être un peu chauds ou finalement c'est que des interactions dans les couloirs Non, souvent quand même, ça peut arriver que ce soit dans les couloirs. Mais quand même souvent, nous si tu veux, en gros, pour revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure au tout début, les espoirs ont des réunions avec les coachs dedans et tout, mais nous nous on a une réunion médicale à J+2 et le soir on fait une réunion avec Philippe, le doc, moi, le prépa, la personne en charge de la data, Sad et Hugo. D'accord. Et c'est là qu'on faites le point. C'est là qu'on fait le point généralement. Après, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir dans la semaine d'autres... Et c'est là où Hugo peut dire que lui, il n'aurait pas fait ça. Ouais, mais surtout, c'est sous tension. Plus on se rapproche du match, plus c'est sous tension. C'est ça la réalité.
Parce que il faut faire l'équipe. Donc il faut décider du groupe qui va partir, des joueurs qui vont commencer le match, des remplaçants. Et il y a parfois des pépins physiques qui sont pas très importants, il y a des maladies. Le joueur qui a une angine qui jouerait pour un match de phase finale mais qui jouerait pas pour un match de championnat, on se met un peu en conflit avec le médecin parce qu'on a envie qu'il joue, quoi. Ou on a envie de savoir s'il peut vraiment jouer ou pas. Donc en fait, en fonction du moment de la semaine, c'est plus ou moins tendu nos échanges. Et du match. Voilà, c'est-à-dire que quand on est en début de semaine, qu'on est plutôt sur des bilans et à essayer de comprendre la durée d'indisponibilité, la reprise, etc., ça se passe assez bien. Quand on est proche du match, ça se passe beaucoup moins bien. Et puis quand on est dans le match, des fois c'est très tendu. Et ça dépend. Et ça dépend aussi pour aller dans. Ça dépend, tu vois, si t'as 3 piliers qui te manquent, t'as le fin de jeu, je dis. Ça va dépendre des postes, ça va dépendre de plein de choses. Mais puis, bon, voilà, après, c'est. Et puis, comme je dis, après, nous, on essaie toujours de trouver la meilleure balance et on est là aussi pour la performance de l'équipe. Hein. Mais la discussion avec le sportif, de la part du médical, elle fait partie aussi de la décision de retour terrain. De le laisser sur le terrain, de le mettre sur le terrain, ou de le laisser revenir sur le terrain. Moi, j'aime bien, enfin, je parlais, puisqu'il y a ça des médecins, mais j'aime bien, tu vois, l'article START, quoi. Tu vois, c'est un peu ça, c'est les 3 étapes. Tu prends en compte les risques de la blessure, tu prends en compte les risques un peu environnementaux. Et enfin, en gros, il y a 3 étapes, quoi, et tu fais la balance un peu entre tout ça et tu essaies de trouver le meilleur équilibre et de prendre le moins de risques en fonction des pressions qu'il peut y avoir sportives, extra-sportives et tout ça. Et toi, avec ta blessure, quoi, tu vois. Donc moi, ça me fait souvent penser à ça, tu vois, à cet article-là. Bon, bref. Oui, et puis c'est vrai qu'il y a le moment de terrain aussi. Hein. Parce que le moment de terrain, un joueur se blesse, le médecin, il n'est pas dans son cabinet en train de lui faire un diagnostic clinique. Hein. Ouais. Et nous, on est avec nos oreillettes et on dit, bon alors, qu'est-ce qu'il a Il reste sur le terrain, il faut préparer un mec. Ça se passe vraiment comme ça. Donc, eux, ils sont sous stress. Et nous, on a besoin d'avoir vite une réponse. Donc, c'est des moments un petit peu agités aussi parfois. Tu le ressens, Arnaud, toi, sur le bord du terrain, l'importance de la nécessité d'avoir vite un diagnostic et une idée claire? Oui, évidemment. Donc, au début, j'ai fait mon semestre d'urgence comme tout interne de médecine générale. Pendant mes études, j'ai pas fait de SAMU parce que c'était le tirage au sort de l'alphabet. J'ai jamais été bien placé, donc j'ai pas vécu ça. Et là, maintenant, je me retrouve à faire de l'urgence de terrain le week-end. Du bobo de la petite contusion jusqu'à effectivement la luxation ou la fracture sur le terrain. Et effectivement, il faut un diagnostic rapide. Alors en espoir, on a des talkie-walkie et il y a 3 pelés. On peut crier sur le terrain, il n'y a pas de problème. Mais avec les pros, quand il y a 20 000 personnes dans les tribunes, que ça hurle et que tu as 6 personnes qui te crient dans l'oreillette pour savoir ce qu'il a. Le prépa pour savoir s'il lâche un mec, le coach pour savoir qui c'est qu'il faut faire rentrer, comment tu gères ta stratégie, ton match, etc. Donc il te faut un diagnostic rapide. Et finalement, le diagnostic, c'est une entorse, c'est une truc, c'est est-ce qu'il peut ou pas, avec quel risque rester sur le terrain, et dans quelles conditions. Voilà. Ça arrive régulièrement. C'est pas un raisonnement qu'on a l'habitude d'apprendre. Non. Et donc finalement, tu l'apprends en pratiquant, ou tu le ressens en pratiquant, de l'importance aussi de connaître tes joueurs, de bien interagir avec eux, d'avoir aussi leur confiance pour qu'ils puissent aussi, eux, te dire ah non, doc, ça va pas, ou ouais, c'est bon, t'inquiète, c'est rien. De dire ça a l'air d'aller, on teste un peu, le testing clinique rapide il est pas mal, donc on essaye, il reste, on a un œil dessus, 1 ou 2 actions, voilà. Ou de dire ah non, le mec clairement il met pas un pied devant l'autre, on le sort, ou c'est cata, c'est là on appelle l'équipe au bord du terrain pour venir le sortir sur la civière, quoi. Avec le piège du joueur qui veut pour à chaque fois sans doute rester sur le terrain pour avoir du temps de jeu, et ça c'est à la différence, je veux dire, de la médecine ou des métiers de la santé en dehors d'un terrain de rugby. T'as quand même cette volonté et cette nécessité du joueur de vouloir des minutes de jeu, de vouloir rester sur le terrain, de jouer. Après, ce joueur-là qui veut, on va dire, pas tricher, mais en tout cas essayer de gruger un petit peu avec le médecin, il va gruger aussi un petit peu avec son équipe. C'est-à-dire que le joueur qui est plus à 100%, ou en tout cas plus en pleine possession de ses capacités, quand il est blessé et qu'il reste sur le terrain en étant diminué, il met aussi en difficulté son équipe. Donc au-delà
du diagnostic médical et de ce que ça va impliquer comme prise en charge, ça a une vraie conséquence sur le plan sportif aussi. Ok. On est à 48 heures, 72 heures de la réception de Bordeaux. On va frôler les murs du couloir du coup, parce que ça commence à sans doute être tendu dans le club ou pas, à 3 jours de recevoir Bordeaux. Non, ça va. Ça va ? Pas trop blessé. Ça va. Si demain on a tous les joueurs disponibles à l'entraînement, enfin, ceux qui sont pas sur des blessures de longue durée, il y aura aucun problème. Ok. Non, mais la difficulté, c'est que nous, on construit, par exemple, à 8h du matin la séance d'entraînement. Les joueurs arrivent tranquillement entre 8h et 9h. L'entraînement débute il y a une vidéo à 10h, l'entraînement débute à 10h30. Si on a l'information à 10h25, celui-là pourra pas s'entraîner. Ça chamboule un petit peu déjà notre entraînement et ça peut aussi chambouler notre équipe. Donc, il faut d'où la nécessité d'avoir de l'information, ce qu'on disait au début. C'est indispensable. Ok. Voilà. Super, messieurs. Merci beaucoup. C'était très passionnant. Il y a 1000 autres questions possibles et des thèmes en veux-tu, en voilà, parce que je pense que ça excite et ça fait fantasmer tout le monde. Merci beaucoup à tous les trois. Bonne année sportive. Bon week-end pour la réception de Bordeaux. Et puis, merci beaucoup. C'était très sympa. Merci Maxime. Merci à toi. Merci beaucoup. À bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.